Chers étudiants, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc on va continuer sur notre thème lié à la théorie générale de l'État, dans le cadre bien sûr du second axe du droit constitutionnel. Je vous rappelle que lors du dernier cours enregistré, je vous ai parlé des caractéristiques et des éléments constitutifs de l'État, khasa'is wa anasir ad-dawla. Et on a abordé quelques concepts clés qu'il faut retenir, qui sont tout d'abord la souveraineté, bien sûr, en tant que concept fondamental qui a donc donné naissance à l'État dans sa forme moderne. Et la souveraineté Sieda, c'est un concept qui est inventé, enfin, qui a été redéfini et reformulé par Jean Bodin dans les 6 livres de la République comme étant le pouvoir suprême, le pouvoir indivisible, dans bien sûr une conception qui était despotique, oui, c'est vrai, était tyrannique, mais dans le contexte de l'époque, c'était une invention majeure de construire l'État moderne en se basant bien sûr sur cet attribut fondamental qui est la souveraineté, qui est défini par Jean Bodin comme étant la compétence des compétences. Salahiyat, as-salahiyat, et c'est pas un pouvoir illimité, bien sûr, ce n'est pas un pouvoir illimité, mais quand même, c'est un pouvoir général, un pouvoir suprême et un pouvoir qui n'est limité que par, selon Jean Bodin, bien sûr, il est limité dans sa conception que par les préceptes du droit naturel, les préceptes de la religion, les préceptes de la morale, etc. Mais en tout cas, c'était donc une conception plutôt tyrannique de la souveraineté. Mais cette conception est là, bien sûr, évoluée, notamment avec les théoriciens du contrat social qu'on va bien sûr aborder dans cette séance et qui donc donnait à la souveraineté une nouvelle conception plutôt allant dans le sens du lien entre la nation et l'État. Donc c'était, on va voir donc l'émergence des concepts de souveraineté populaire, la souveraineté nationale et donc, c'est un concept fondamental qu'il faut retenir. D'autres concepts qu'on a vus, notamment en parlant des 3 éléments constitutifs de l'État, on a parlé de la nation, hein, et on a fait une distinction entre la nation, le peuple, la population, et on a retenu cette notion de nation, Ummah, donc dans le sens où tout État aspire à un nationalisme d'État. Donc l'État il ambitionne d'avoir une nation qui lui est donc identifiable. La nation et l'État sont les donc deux visages de la même pièce, si vous voulez. Le deuxième élément étant le territoire, l'Iqlim, donc délimité par des frontières, que ce soit des frontières naturelles, comme les montagnes, les fleuves, ou autres frontières artificielles. Et donc, c'est l'espace dans lequel s'exerce la souveraineté, sur cet espace s'exerce le pouvoir de l'autorité
politique, mais également la frontière est un objet de relations internationales, un objet de droit international, notamment lorsqu'il s'agit de délimiter les frontières, sachant bien sûr que ça pourrait donc donner naissance à des conflits entre les États, d'où bien sûr l'intérêt des conventions de délimitation des frontières, qu'il s'agit de frontières terrestres, frontières maritimes. Euh, Troisième élément constitutif de l'État, on a vu donc, c'est l'autorité politique, as-sulta as-siyasiya, et on a vu que cette autorité politique, aujourd'hui, il est bien sûr institutionnalisé, donc il repose sur des institutions, ce qu'on appelle, c'est cette as-sulta, l'institutionnalisation de l'autorité politique. Et également, on a vu que l'autorité politique cherche toujours à se donner une légitimité, bien sûr, et à se présenter comme étant légitime. Et c'est le concept de légitimité al-mashrou'iyya qui est donc fondamental à retenir. L'État également, dans sa définition sociologique, selon Max Weber, enfin, l'autorité politique, il est doté, selon Max Weber, et bien sûr, on est là devant une acception sociologique, c'est la violence, c'est le monopole de la violence. Cette violence soit d'ordre matériel ou moral, c'est quelque chose qui est nécessaire pour asseoir l'autorité politique et bien sûr pour euh, exercer la souveraineté intérieure. On va alors maintenant aborder la question épineuse de l'origine de l'État, de la naissance de l'État, et on va bien sûr s'attarder sur deux théories, les théories traditionnelles de l'origine de l'État et les théories qu'on appelle modernes de l'origine de l'État. Les théories traditionnelles sont les théories de droit divin, selon lesquelles l'État est une création divine, et bien sûr c'est l'autorité, enfin le gouvernant, il est doté de pouvoirs qu'il tire directement du ciel, qu'il tire de Dieu. Donc, نظرية الحق الإلهي. Et donc, il s'agit là d'une conception religieuse en vertu de laquelle l'État est une création divine et le souverain, le gouvernant, c'est une figure en quelque sorte divine. On est donc dans la conception où le monde est gouverné directement par Dieu et le gouvernant, ce n'est que l'élu de Dieu sur terre. إذا النظرية التيوقراطية une théorie théocratique, c'est une théorie donc qui conçoit la naissance de l'État comme une émanation du ciel, et considérée comme une naissance divine. Alors cette théorie l'a dominé une longue période de la civilisation humaine et elle a connu bien sûr des nuances à travers l'histoire et bien sûr on doit aussi prendre en considération le fait que sa théorie il a dominé bien sûr l'Europe du Moyen-Âge. Également, il a dominé dans certains
parties du monde sous des formes différentes, bien sûr. En réaction à cette théorie divine et dans le cadre de la Renaissance, sont apparues de nouvelles théories appelées modernes, et donc parmi lesquelles on va retenir les théories du contrat social. Alors ces théories conçoivent l'État comme étant le produit d'une convention, d'un acte, d'un pacte, عقد بين الحاكم وأفراد المجتمع. C'est un pacte entre le gouvernant et le peuple, et dont le but est le passage de l'état de nature à l'état moderne, c'est le passage de l'état de nature à l'état de société civile, société politique, et donc elles sont des théories modernes et qui sont apparues notamment avec les philosophes des Lumières. Et on retient 3 grands philosophes qui ont beaucoup impacté cette théorie. Il s'agit de Thomas Hobbes, de John Locke et de Jean-Jacques Rousseau. نظرية العقد الاجتماعي الهدف منها هو الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع السياسي حيث يسود النظام والقانون. Alors, bien sûr, la théorie du contrat social n'est pas homogène. Les mêmes hypothèses, on ne retrouve pas la même description de l'état de nature, حالة الطبيعة. On ne retrouve pas les mêmes clauses du contrat social, بنود العقد الاجتماعي, et également on ne retrouve pas la même relation entre le gouvernant, الحاكم, ou le mahkoum, le gouverné. Et notamment, c'est dû à des conceptions différentes, mais également à des contextes historiques différents. On va commencer alors par Thomas Hobbes, qui est un philosophe britannique qui a vécu de 1588 à 1679. Il a été très marqué par une situation de guerre civile qui a sévi dans son pays, l'Angleterre, au XVIIe siècle. Et donc, ça l'a beaucoup marqué. Et on retrouve dans sa théorie des éléments qui permettent donc de revenir, si vous voulez, à la stabilité, donc à créer un environnement politique sécurisé, stable, et permettre la mise en place de conditions de sécurité, de stabilité. C'est le but ultime de Thomas Hobbes, c'est la sécurité, al-amn. Et c'est pour cela qu'il est parti dans son hypothèse de l'état de nature comme étant un état anarchique, un état où l'homme est un loup pour l'homme, où l'homme ne cherche qu'à satisfaire ses désirs et à jouir de ses droits naturels sans référence à aucune morale, à aucune justice, à aucune conception du bien et du juste. Et donc, l'état de nature pour Hobbes, c'est un état de guerre et de violence et de guerre de tous contre tous. Harb al-kull ضد al-kull. Alors, pourquoi donc d'où l'intérêt de conclure un pacte? C'est évident, donc le pacte, c'est pour instaurer la paix et la sécurité. C'est un pacte qui est conclu entre les individus, c'est pas entre les individus et le gouvernant, mais entre les gouvernés uniquement. Et en vertu de ce pacte, les gouvernés
renoncent donc à leurs droits naturels et les transmettent à euh, l'État, ou ce qu'il appelle lui le Léviathan, Tinin. C'est un État artificiel, c'est une métaphore pour désigner la toute-puissance de cet État et désigner également son pouvoir à créer donc en contrepartie de ce renoncement au droit naturel, à créer et à permettre la sécurité et à finir avec l'état de guerre de tous contre tous. Bien sûr, le gouvernant n'est pas un partie du pacte. الحاكم ليس طرف في العقد. Et le gouvernant donc dispose d'un pouvoir absolu et les gouvernés, les gouvernés n'ont pas le droit de se révolter contre le gouvernant. Donc c'est une conception, c'est vrai, du pacte social, mais c'est une conception despotique et il est justifié, il peut être justifié par le contexte politique de l'époque où régnait la guerre civile. Et donc, c'est un pacte qui va conférer le pouvoir absolu à cet État-là, l'État comme étant une institution artificielle qui va garantir la paix, la stabilité et la sécurité, ce qui justifie bien sûr les pouvoirs absolus de l'État et qu'il soit donc non redevable, غير مسؤول وغير محاسب, non redevable à l'égard des gouvernés qui n'ont pas le droit de renégocier les termes de ce contrat. C'est un contrat qui va mettre en place l'État fort, l'État puissant, l'État qui garantit la paix, la sécurité, et les individus n'ont pas le droit de demander la renégociation du contrat مراجعة العقد الاجتماعي. Deuxième philosophe et théoricien du contrat social, c'est John Locke, également un Britannique. Donc, c'est un philosophe qui a été beaucoup marqué par la philosophie expérimentale, par le libéralisme expérimental, libéraliyat tajribiya, et il a donc présenté une conception tout à fait différente de celle de Thomas Hobbes du contrat social, en mettant l'hypothèse que dans l'état de nature, les individus sont libres, sont égaux et ne sont pas forcément méchants, égoïstes et corrompus. Et elles disposent de la rationalité qui va leur permettre d'éviter cet état de guerre et d'éviter l'état de destruction mutuelle. Mais selon John Locke, cet état de nature, il est quand même imparfait et il comporte des éléments, des facteurs qui peuvent être menaçants pour l'ordre et également notamment pour la propriété privée. Parce que là, il faut retenir que John Locke était un ardent défenseur de la propriété privée, Milk el-Khassa, et selon lui, parmi les failles, si j'ose dire, de l'état de nature, c'est qu'il n'y a pas une loi qui s'applique à tous, il n'y a pas également des lois qui protègent la propriété privée, et il n'y a pas un système judiciaire des juges donc impartiels, des juges qui donc
peuvent résoudre les conflits qui peuvent survenir entre les individus. Mais également, cet état de nature, il manque une force publique qui est capable d'exécuter et de faire appliquer la loi. À partir de là, il va donc considérer que le pacte social, le contrat social, est un contrat donc qui va résoudre ces failles. Donc, on va passer de l'état de nature à l'état social ou à l'état politique travers un contrat social entre le gouvernant, al-hakim, et les gouvernés, al-mahkoumin. Donc là, il y a une différence avec Thomas Hobbes dans la mesure où Jean Locke conçoit le pacte social entre le gouvernant et les gouvernés, et non pas entre les gouvernés uniquement. Et en vertu de ce contrat, bien sûr, les gouvernés renoncent à leurs droits naturels, mais pas d'une manière absolue. Ils renoncent à ces droits naturels, à l'autorité politique, donc qui va veiller à ce que tout le monde puisse bénéficier, puisse profiter, puisse jouir de ces droits naturels, sachant que dans le contrat social préconisé par Locke, les gouvernés conservent bien sûr leurs droits naturels, mais à travers l'autorité politique qui va donc veiller à préserver les droits naturels des individus, notamment le droit de vie et le droit de propriété privée. Hein, il ne faut pas l'oublier que John Locke est un grand défenseur de la propriété privée, et c'est pour justement protéger la propriété privée que John Locke construit son modèle de contrat social. Mais à la différence de Thomas Hobbes, qui confère au gouvernant un pouvoir absolu et une non-redevabilité, John Locke conçoit son modèle, son schéma de pacte social, sans lequel, bien sûr, le gouvernant, al-hakim, est responsable. Mas'oul amam shab. Donc, il est responsabilité, et sa responsabilité première, c'est de veiller à ce que les individus jouissent de leurs droits naturels, notamment le droit de propriété privée, Milk Khassa, qui est limité, encadré par la loi, comme étant une garantie suprême de la préservation de ces droits naturels. Cette loi est de la compétence du pouvoir législatif, qui est considéré par John Locke comme étant le pouvoir suprême, la sulta fi dawla. Donc, c'est une conception diamétralement opposée, si vous voulez, avec la conception de Thomas Hobbes. Et il découle de la responsabilité de l'autorité politique, bien sûr, le droit des individus à se révolter et à remettre en question cette autorité politique s'il s'avère qu'il est incapable de répondre, bien sûr, de répondre aux besoins de protection des droits naturels. Si l'autorité politique ne réussit pas donc à exécuter les termes du contrat social selon John Locke, les individus ont le droit de révolte. Et bien sûr, les idées de John Locke, il faut les mettre dans le contexte de l'époque et l'émergence des idées de la Révolution britannique et le pouvoir, la consécration du pouvoir du Parlement britannique contre la monarchie absolue de l'époque.
Et justement, les idées de Jean Locke, ils ont exercé une forte influence sur les penseurs européens, et notamment, et aussi sur les penseurs américains. N'oublions pas que les idées de Jean Locke, la théorie du contrat social, selon Jean Locke, a inspiré les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et donc, également, ils ont inspiré les auteurs de la Constitution américaine de 1787. Alors, vous voyez là, il y a des différences fondamentales entre la théorie hobbesienne et la théorie lockienne du contrat social. Et c'est une évolution très significative euh, aussi également par rapport au concept de souveraineté, hein, la souveraineté qui était absolue selon Thomas Hobbes, à travers cet État omnipotent. Selon John Locke, cette souveraineté, elle est bien sûr aux mains du peuple, il la garde quand même, même s'il renonce dans une première, il renonce dans une première étape au droit naturel, mais l'autorité politique à laquelle se fait ce renoncement, vis-à-vis de laquelle se fait ce renoncement, est une autorité qui est chargée, qui est de la préservation et de la protection des droits naturels, et notamment du droit de propriété privée. Pour ce qui est du troisième théoricien du contrat social, Jean-Jacques Rousseau, alors, c'est un philosophe des Lumières qui a vécu entre 1718 et 1778, et dont les idées ont beaucoup influencé la Révolution française. Ils ont influencé également la conception moderne de la démocratie. Il est considéré comme le fondateur du concept ou de la conception moderne de la démocratie. Et ces idées sont également différentes des idées des autres théoriciens du contrat social. Elle est partie, enfin, il a émis une hypothèse selon laquelle l'état de nature est un état qui était parfaitement stable, parfaitement paisible, où l'homme vivait selon les termes du droit naturel. Donc Jean Locke est considéré comme étant le fondateur de la conception moderne de la démocratie. Et donc il a exercé une forte influence sur l'évolution de l'État-nation moderne. Également, il était un des penseurs qui ont influencé la Révolution française. Alors, son hypothèse de départ, c'est un état de nature où les hommes vivaient dans un cadre de quiétude, de paix, et c'est un état de nature où les inégalités, les différences entre les hommes étaient d'ordre naturel. Dans son livre intitulé Aux origines des inégalités entre les hommes, Asl la Musawat Bain al-Bashar, il décrit cet état de nature où les hommes vivaient selon deux principes fondamentaux. D'abord, la conservation de soi et secondo, ne pas porter préjudice aux autres. Mais il considère qu'à un moment donné de l'histoire, il y avait un événement qui a changé complètement la donne et qui a donc fondé l'État politique, ce qu'il appelle lui le mujtama al-madani, qui est devenu donc artificiel. هذا الانتقال من الحالة الطبيعية وحالة الطبيعة إلى المجتمع المدني هو انتقال اصطناعي. Et pour lui, donc, c'est un contrat social illégitime qui a donc consacré la domination des faibles par les forts, la domination et il a consacré des inégalités
artificielle, notamment à travers la propriété privée, comme il le dit, تحول خطير في اللحظة التي تجرأ فيها أحدهم وأحاط أرضا بسياج وقال هذه لي. Donc pour résumer, selon John Locke, l'inégalité dans l'état de nature était naturelle et par son passage de l'état de nature à l'état de la société politique, société civile selon lui, cette inégalité est devenue artificielle, est devenue politique. Et donc, le contrat social est finalement un contrat illégitime selon lui parce qu'il va consacrer et il va donc endosser cette inégalité artificielle entre les hommes, entre les forts et les faibles. Donc, selon lui, c'est, comme il appelle, al-hilf al-muhin, donc c'est un contrat ou un pacte qui est humiliant pour les individus. À partir de là, donc, il va se poser la question comment dénoncer ce pacte humiliant, en même temps, comment revenir donc à cet état de nature où régnaient les droits naturels, liberté, égalité, enfin l'absence d'inégalité artificielle entre les hommes, où régnait la quiétude, etc. Mais en même temps, garder l'autorité politique et garder le gouvernement selon des lois qui garantissent bien sûr cet état de nature, enfin qui garantissent les droits naturels de l'état de nature. Alors pour lui, tout l'enjeu, c'est de conclure un pacte légitime et ce pacte, il est conclu, selon lui, chacun avec soi-même. Donc, c'est en vertu de ce contrat, les volontés se réunissent pour mettre en place ce qu'il appelle la volonté générale, irada al-amma, la volonté générale qui est infaillible, ma'souma, et qui est indivisible, غير قابلة للتجزئة, et qui est surtout détentrice de la souveraineté, صاحبة السيادة. En vertu du pacte social de Jean-Jacques Rousseau, les individus, dans un premier temps, renoncent à leurs droits naturels vis-à-vis de la collectivité, mais ils récupèrent, ils restituent en quelque sorte leurs droits et libertés, leurs droits naturels, mais c'est dans le cadre d'une nouvelle, la société politique, la nouvelle société politique qui est le fruit de ce pacte social. Comme il l'exprime, الارتهان الكلي يسمح بالحرية الكلية. Donc l'irtihan, c'est dans un premier temps, mais الحرية, la liberté, la jouissance des droits naturels, dans un deuxième temps, grâce bien sûr à la naissance de la volonté générale qui est bien sûr fondatrice de la citoyenneté, la souveraineté est détenue par le peuple. Et donc c'est le peuple qui devient la source de la législation et qui est considéré par Jean-Jacques Rousseau comme l'expression de la volonté générale. C'est l'expression de cette volonté générale qui considère comme infaillible, principe indivisible et souverain. Maintenant, pour ce qui est du contexte historique dans lequel les idées de Jean-Jacques Rousseau se sont développées, c'est un contexte, bien sûr, du XVIIIe siècle où les philosophes du Lumière commencent donc à remettre en question la monarchie absolue, également ce pacte entre l'Église et
les seigneurs féodaux et bien sûr, les monarques absolus. Donc, c'est une théorie qui met en place un État dans lequel il y a le premier noyau de la citoyenneté, de la démocratie. Et finalement, ce sont là des idées qui ont profondément changé l'histoire. Ils ont impacté l'histoire des idées politiques et ces théories du contrat social sont considérées aujourd'hui comme une référence fondamentale pour les défenseurs de la démocratie, les défenseurs de l'état du droit et également de la souveraineté nationale. Notamment pour les deux théoriciens du contrat social, les deux derniers théoriciens qui sont Jean Locke et Jean-Jacques Rousseau. Finalement, donc, on va conclure en rappelant certains concepts fondamentaux de la théorie, enfin des théories qui sont à l'origine de la naissance de l'État. On a vu donc la théorie divine, également appelée la théorie théocratique, Nadariya Diniya Théocratia, et qui sont des théories traditionnelles, et les théories du contrat social, l'Aqd al-Ijtima'i, qui sont des théories donc modernes et sont considérées comme à l'origine de la naissance de l'État-nation moderne. Donc voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et bon courage. D'autres cours vont suivre dans les jours à venir. Merci.